tous, bienvenue au Parlement européen pour Ici l'Europe. Alors êtes-vous heureux au travail? À cette question, les salariés néerlandais et britanniques exultent, tandis que les Espagnols et les Polonais grimacent. La durée de la vie professionnelle a augmenté cette dernière décennie de 2 ans, si l'on en croit Eurostat. Alors, 35 ans de boulot pour s'épanouir ou pour se morfondre, évidemment ça compte. Ça compte pour être motivé, pour être en bonne santé, pour être moins absent. Les secrets du bonheur dans la vie active, c'est le thème que nous allons développer aujourd'hui avec nos invités. Yannick Jarlot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Hemming, un institut de conseil qui vient de publier une étude sur 7 pays européens, 3000 salariés, dont on va parler bien sûr. Et puis vous êtes aujourd'hui en compagnie de Claude Rolin, bonjour. Député européen du Parti populaire européen. Belges. Alors les Belges, ils sont des travailleurs plutôt plus heureux que les Français. On va essayer de savoir pourquoi quand même, ça nous intrigue. Et puis, dans les plus malheureux, il y a les Espagnols. Enrique Calvé-Chambon, député européen également pour les libéraux et démocrates. Et on va tenter de voir pourquoi cette Europe du Sud est plus en souffrance dans le travail. On va revenir d'ailleurs sur votre étude et ces chiffres assez parlants. Quand on regarde qui est heureux et mobilisé en Europe, on trouve 1, les Pays-Bas, 2, le Royaume-Uni, 3, l'Allemagne, on s'en doutait un peu pour les Pays-Bas et l'Allemagne, mais alors comment est-ce qu'on explique ça? Alors, déjà, qu'est-ce que le bonheur au travail, hein? Le travail, c'est le travail, c'est déjà le bonheur. Quand on a un travail, c'est déjà... Alors, comment on l'explique? On l'explique beaucoup par la relation qu'on entretient avec son travail. Et on le voit tout au long de l'étude, les Anglais sont plus présents au travail, ainsi que les Néerlandais et que les Allemands, que vous avez cités. Et ils sont épanouis dans leur activité professionnelle, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs en Europe. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des populations. Et on s'aperçoit que c'est dans ces 3 pays qu'on a le plus de gens heureux au travail et motivés dans le projet de leur entreprise. Incroyable, hein? Alors, Pays-Bas, ils sont heureux à 82%. Et puis en Espagne, en bas de la liste, 67%. C'est lié quand même, bien sûr, pour ces pays du Sud, on imagine, à une crise économique qui fait des ravages du côté du chômage aussi. Et donc, il y a beaucoup de pression, j'imagine, Monsieur Calvé. Comment vous l'analysez? Oui, je pense que, quitte à définir... le bonheur au travail. Je pense que les Espagnols ne sont pas malheureux dans la vie. Il faudrait croiser certaines de vos statistiques avec le taux de suicide, par exemple. Mais évidemment, ce qu'on appelle bonheur au travail, ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, du propre tissu productif que l'on a. C'est pas la même chose être dans les services que dans l'industrie. C'est pas la même chose être maçon. On en a beaucoup en Espagne. Beaucoup de jeunes nini, comme on appelle, qui n'ont pas de formation et qui alors trouvent des travaux qui ne sont pas très, disons, très émancipateurs. Alors, je pense que c'est très lié à cela, c'est-à-dire à une vision du travail comme quelque chose qui manque tellement qu'on ne le voit que comme un gagne-pain parce que c'est nécessaire, et aussi au genre de travail qui peuvent s'offrir, qui sont de très différentes natures, par exemple en Allemagne qu'en Espagne. Et il y a un proverbe en Espagne, je finis avec ça, qu'on dit combien mauvais doit être le travail puisqu'on est obligé de le payer. Alors, une remarque quand même sur les Espagnols, parce que les Espagnols sont dans la moyenne des présents, ils ne sont pas très heureux, mais les Espagnols sont très motivés dans leur entreprise et très engagés. Et ça, il faut le souligner. Et je pense que les employés français devraient en tirer quelques enseignements. Oui, les employés français devraient en tirer des leçons, surtout parce que les Belges les devancent. Et ça les vexe toujours un peu. Ils sont au-dessus de la moyenne de 73% de salariés heureux, les Belges. Comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y a plusieurs explications. La première, pour moi, c'est en Belgique, il y a une forte concertation sociale avec une participation importante des travailleurs salariés dans leur entreprise. Et je pense que c'est important. Chez les Français, en effet, 16% des salariés ni heureux ni motivés. Qu'est-ce qui se passe avec ces Français? On est trop râleurs globalement ou il y a des raisons précises? Moi, je trouve que déjà, on est les plus râleurs, et les chiffres le montrent encore, mais il y a une statistique qui devrait faire réagir les employés français, c'est qu'on n'est qu'une seule fois numéro 1 dans les classements. C'est le pourcentage de Français qui disent « j'attends pour savoir si je suis motivé que ma direction fasse quelque chose ». On est 35% des employés français à dire « j'attends pour voir si je vais me motiver ». Et ça, c'est alarmant. Et moi, j'aime beaucoup la comparaison avec la population belge ou la population espagnole, parce que la situation économique en Espagne
fait réagir les Espagnols, parce que quand on voit que c'est un peuple qui est très engagé et très mobilisé, comme les Belges, d'ailleurs dans le projet entreprise, nous on devrait en tirer les conséquences. On est 35% à attendre. Oui, mais alors attendez, parce qu'il y a quand même des choses qui ressortent aussi de cette étude, et d'autres d'ailleurs, c'est que quand on dit les Pays-Bas, les pays nordiques en général, la Suède, etc., on sait que dans toutes les études ressortent comme des travailleurs heureux, c'est aussi là où il y a du travail à mi-temps, par exemple, la possibilité d'avoir aussi une réduction. En Suède, ils sont en train de parler de 6 heures de travail par jour. Est-ce que c'est une question de temps ? Oh, ça peut être une question de temps, mais ça serait une question de temps signifierait qu'on n'est pas heureux au travail et qu'on veut le réduire. Tandis que moi, je alors connais ça, beaucoup c'est le de libéral travail. qui parle, mais on pourrait dire aussi équilibré avec sa vie personnelle. Ah non, bien sûr que ça peut aider, bien sûr, il faut travailler dans ce sens-là. Mais sinon, vous savez, un artiste, un écrivain ou peut-être un parlementaire, il ne regarde pas tellement les heures, il est passionné par son travail. Mais ça n'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Et c'est pour ça que je pense que mon ami Claude, ou monsieur le parlementaire Rollin, a levé quelque chose de très important, je ne sais pas qu'il faudrait approfondir dans les études. C'est l'importance de la syndicalisation et l'importance de la culture et du genre de syndicats que chaque travailleur peut avoir, surtout dans certains secteurs. On est plus heureux syndiqués, vous dites ? Non, on est plus heureux si les syndicats aident aussi à ce que vous soyez plus heureux. Ce qui n'est pas la revendication salariale pure et simple. Oui. C'est ce que diraient les Allemands, d'ailleurs. Je finis en disant à mes amis français, avec un certain syndicat que je ne vais pas nommer que vous avez, ça m'étonne que vous ayez beaucoup de travailleurs heureux. Parce qu'ils ne font... ils ne font que semer la zizanie, vous êtes râleur parce qu'on vous le demande, etc. Vous dites le modèle allemand, finalement, en effet, qui est souvent aider cité, sûrement, mais je vois que le Belge aussi. En exemple. Mais je vois que le Belge aussi. Quand les gens quand les travailleurs se sentent considérés, se sentent partie prenante et ont l'espace pour avoir du pouvoir dans leur entreprise et dans leur travail. Et je pense qu'on va voir peut-être des travailleurs français bientôt plus heureux. Je peux faire le pari, je voudrais faire ce pari, et je le fais. Aujourd'hui, il y a une enquête en cours en France, une grande enquête sur le sens du travail, qui est menée par une des organisations syndicales françaises, la CFDT. Je pense que vont ressortir de ça des éléments qui permettront peut-être de réorienter les politiques liées au bien-être au travail, de façon à faire que les gens soient plus heureux au travail. Et quand ils sont plus heureux au travail, l'entreprise fonctionne mieux aussi. Ah, mais bien sûr. Alors, responsable du bonheur au travail, c'est une nouvelle fonction qui fait de plus en plus recette dans les entreprises, puisque ces entreprises sont de plus en plus convaincues aussi qu'un salarié heureux va être plus productif. Notre reporter Anaïs Guérard est allée à la rencontre du fameux Chief Happiness Officer, le directeur du bonheur. On regarde. Organisateur d'apéros, c'est un peu l'étiquette qui colle à la peau des responsables du bonheur au boulot. Si créer de la convivialité fait partie de leur emploi du temps, leur rôle est plutôt celui de l'écoute. L'objectif, comprendre le fonctionnement global de l'entreprise pour l'améliorer. C'est évident que favoriser l'autonomisation et la liberté du collaborateur, c'est un facteur qui va être épanouissant. Du coup, ça va impliquer quoi au niveau de l'organisation ? Ça va être d'impliquer une remise en question d'une hiérarchie très pyramidale ou d'un style de management extrêmement directif. Un changement d'état d'esprit que le monde des startups et du digital ont dans leur ADN. Mais depuis la vague de suicides chez France Télécom et Renault en 2008-2009, les entreprises plus classiques aussi se remettent en cause. Ça peut vraiment remettre en cause profondément toute l'organisation du travail. Effectivement, il y a cet aspect convivialité, mais enfin, ça peut aller jusqu'à effectivement repenser les espaces de travail. Direction le bar du quartier, ceci n'est pas un verre entre amis, mais bien une réunion. Pour Séverine, si tous ces changements ont de quoi effrayer les dirigeants et les managers, ils devront s'y plier, car c'est devenu un critère de plus en plus important. Il n'y a pas qu'un seul bonheur. On n'est pas heureux chez soi et malheureux au travail. Et en France, malheureusement, c'est un peu notre culture, notre éducation qui nous amène comme ça. On n'y croit pas, ce happiness at work. Alors que regardez les Danois, ils ont un mot tout trouvé, le arbeidsglädje. C'est un seul mot qui veut dire joie au travail. Pour eux, c'est quelque chose de naturel. Pour atteindre cette joie au travail, pas de recette prédéfinie, mais tout de même une attente majoritaire.
La principale demande aujourd'hui des employés, c'est de mieux maîtriser leur charge et leur temps de travail et se dire comment est-ce qu'en effet le télétravail, c'est une optique très intéressante. Une révolution du rythme de travail. Ce nouveau type de management vient chambouler les codes. Ces docteuresses du bonheur se targuent d'augmenter la productivité des salariés de 40%. Ils estiment que leur travail contribuera à terme à relancer l'emploi. Voilà, bonne pratique dans les entreprises, c'est quelque chose qu'il faut véritablement mettre en valeur aujourd'hui, on le comprend bien. D'ailleurs, on est aussi à la recherche de critères de bonne pratique au niveau européen. Les entreprises sont en train d'évoluer sur cette notion, puisqu'il y a eu quand même des drames humains et ils essayent d'en tirer les leçons. Tout à fait. Je pense que la première chose qui est importante de faire dans les entreprises, c'est d'abord d'arriver à faire le bon diagnostic des conditions de travail de l'entreprise. On a souvent une perception décalée, qu'on soit le dirigeant de l'entreprise ou qu'on soit les salariés, on ne voit qu'une partie de l'entreprise. Donc la première chose à faire, c'est de faire un diagnostic objectif. Et moi je dis souvent, il faut objectiver le subjectif. Et une fois qu'on sait quelle est la situation, l'entreprise peut mettre en place des plans d'action qui éviteront le pire. Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, le plus grand cauchemar pour un dirigeant d'entreprise, comme pour un président syndical, mais comme pour un collègue dans une équipe, serait qu'il y ait un suicide au sein de l'entreprise. Alors qu'avant, c'était obéi parce que je suis ton chef quand même. C'était un peu ça, la philosophie. On en est où de cette réflexion plus générale européenne sur le harcèlement au travail, sur justement des vagues de suicides dans des grandes entreprises? Qu'est-ce qui est mis en avant? C'est totalement insuffisant aujourd'hui au niveau européen. C'est-à-dire que c'est une matière, malheureusement, qui reste une matière confiée aux États membres. Ceci dit, dans les différents États membres, je constate qu'il y a des évolutions qui sont en train de se faire. Le premier élément, si on veut éviter le harcèlement, si on veut le diminuer, c'est travailler à la prévention. Le harcèlement n'est pas qu'une question d'individu. Le harcèlement, c'est d'abord des conditions favorables qui sont liées au milieu dans lequel on est, qui sont liées à l'entreprise. Et donc, il faut faire de la prévention, il faut mettre en place des gens qui ont dans l'entreprise le rôle, le job, d'écouter ceux qui se sentent victimes de harcèlement. Le harcèlement est quelque chose d'objectif, il peut être aussi quelque chose de tout à fait subjectif. Et donc c'est important de travailler là-dessus, il y a une responsabilité forte de l'entreprise. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier que dans les cas de suicide, et vous avez quelques cas... Il y a des législations qui progressent quand même partout en Europe sur le harcèlement moral. Elles progressent, mais dans les cas de suicide, on a quand même aussi des éléments qui montrent clairement qu'il doit y avoir une mise en cause des formes de management. C'est-à-dire quand on augmente la pression sans cesse croissante sur les travailleurs, ça a des conséquences. C'est rarement le cas. On n'a pas vu en Europe des chefs de grandes entreprises poursuivis pour harcèlement moral. Non, mais on a vu de grands travailleurs se suicider pour stress de travail, comme par exemple le grand chef Loiseau. C'est-à-dire le stress est très réparti dans ce monde. Et c'était pour des raisons de travail, parce qu'il avait perdu une étoile Michelin. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais pour ajouter un petit peu au débat, il faut voir aussi... que ce n'est pas la même chose dans une grande entreprise, où les grandes entreprises actuelles, intelligentes et raisonnables, à mon avis, sont dans la bonne ligne et commencent à considérer, poursuivre le harcèlement, former leur cadre. Elles sont en réorganisation. Il y a beaucoup à faire, oui. Il y a beaucoup à faire, mais le je commande, etc., c'est le manque de productivité, et encore plus avec les nouvelles technologies. Mais quand on a un tissu comme l'Espagne, de petites et moyennes entreprises qui, en fait, sont des micro-entreprises, c'est-à-dire de 2, de 3, et la relation est différente. La relation est différente. Et là, le harcèlement, ça tient de la relation personnelle. Et c'est plus difficile. Et là, la loi a même plus de difficultés à entrer. Par contre, comme c'est une relation très étroite et très souvent même locale, etc., le harcèlement est beaucoup moins fréquent. Il y a des mesures maintenant dans les entreprises de satisfaction au travail aussi qui sont régulièrement prises. Il y a possibilité de s'en référer, d'avoir un référent de plus en plus pour se plaindre de ces conditions de travail. Oui, et quand j'écoute le débat et quand on regarde votre reportage, excusez-moi, messieurs les parlementaires, mais je crois qu'on n'a pas besoin de réglementation. L'opinion publique est en train de changer. L'opinion publique n'accepte plus qu'il puisse se passer des drames dans l'entreprise. Moi, je pense qu'il ne faut pas un chief officer dans l'entreprise. Il faut que chaque manager se considère et soit formé, bien sûr. Soit formé dans ce sens-là. Je suis manager, donc je dois être un chief happiness officer parce que je dois avoir conscience en tant que manager que si mes collaborateurs ils sont bien dans leur job, ils seront performants pour mon entreprise. Et si je suis un manager moderne
et que je veux attirer les talents demain dans mon entreprise et que je veux faire que mon entreprise se développe, je ne dois pas le faire parce qu'il y a une réglementation. Voilà. Je dois le faire parce que j'en ai la conviction profonde en tant que manager et je dois le porter auprès de mes équipes. Alors, on n'a pas encore parlé de conditions de travail, de salaire, de choses qui participent au bonheur ou non du salarié, en particulier quand on regarde du côté de l'Est de l'Europe. Quand on regarde que à peine un tiers des Polonais, des Tchèques et des Roumains, selon certaines études, se déclarent heureux au travail, et on sait qu'ils ont des conditions de travail bien inférieures, et on parle même de dumping par rapport aux Européens de l'Ouest. Donc clairement, on a un problème au niveau du salaire, mais je pense qu'on a surtout là un problème par rapport au type d'organisation des entreprises et au type de boulot. C'est ça qui est essentiel. Non, je voudrais revenir sur la réglementation. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir quand même des règles qui imposent ou incitent les entreprises à mettre en place des plans de prévention. Parce qu'en matière de santé, sécurité dans l'entreprise, il y a un maître mot, c'est la prévention. Ce n'est pas après le problème qu'il faut intervenir, il faut intervenir de façon à ne pas avoir le problème. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et là, quand il y a des dispositifs qui sont négociés par les partenaires sociaux, je vois ce qui se passe en Allemagne, je vois ce qui se passe dans mon pays, en Belgique. Donc ça passe pas forcément par la législation, vous dites ni européenne ni nationale? Mais je considère que quand on a un accord entre partenaires sociaux, entre les représentants patronaux et les représentants syndicats, doit être traduit d'une façon ou d'une autre, ça dépend les systèmes dans nos États membres, doit être traduit sous forme de législation. C'est-à-dire que c'est un référentiel légal. Et ça, c'est important. Moi, je l'ai fait dans mon entreprise. Et on apprend des choses. Je dirigeais une entreprise sociale. J'ai fait une enquête sur les facteurs de stress, et c'était lié à un accord qu'on avait avec la délégation syndicale. Eh bien, j'ai comme responsable, comme dirigeant, découvert des choses tout à fait étonnantes que je n'imaginais pas. Je pensais que les travailleurs étaient plus stressés, liés à des conditions de flexibilité et de pression sur le travail. Et je me suis rendu compte que les premiers messages qu'ils m'envoyaient, c'est les gens individuellement disant « je sens du stress parce que je ne me sens pas assez reconnu par ma direction, par mon chef dans mon service, parce que je ne participe pas assez à la construction du sens de mon entreprise. » Eh bien, ça, je ne l'aurais pas vu si je n'avais pas été quelque part contraint par la concertation sociale à faire ce travail. Merci à vous d'avoir très bien illustré cette problématique du bonheur au travail. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez en notre compagnie pour la seconde partie de notre programme avec notre grand invité. À tout de suite, juste après la pause.